chacun se présente en une petite minute, puisque moi, le temps de présenter les titres à rallonge, ça va être trop compliqué. Ce que vous faites dans l'écosystème et votre entreprise et vous, voilà, rapidement une petite minute. Et après, j'ai plein de questions. Juriste pour le titre, ça allait. Ça va, bon. ça va. Hervé Mondange, association Hervé Mondange, association Force ouvrière consommateur. Alors pour ceux que ça surprend, les grandes centrales syndicales ont créé leur organisation de consommateurs. Et en ce qui me concerne, c'est l'association de consommateurs de Force ouvrière. Tous les adhérents au syndicat Force ouvrière sont adhérents. En tout cas, s'ils s'y opposent pas, puisqu'on aime la liberté et qu'on ne va pas les forcer à adhérer à une association s'ils ne le souhaitent pas. Donc, sont membres de l'association Force ouvrière consommateur. On a été créé en 1974, la date n'est pas innocente, en pleine crise pétrolière. Il y avait des problèmes de pouvoir d'achat et donc on a démarré comme ça. Et depuis, nous sommes association nationale de consommateurs, ce qui veut dire qu'on peut faire des actions de groupe. Pour résumer, on fait à peu près le même travail que l'UFC Que Choisir, mais avec moins de sous. Mais voilà, donc nous sommes une association nationale de consommateurs. Et en ce qui me concerne, depuis quelques années maintenant, c'était sûrement un des prismes du créateur qui était conservateur des hypothèques, donc il était très intéressé par les questions financières et économiques. On a toujours beaucoup investi le secteur financier. Et pour ma part, je suis membre du CCSF, Comité consultatif du secteur financier, de l'Observatoire des moyens de paiement, du Comité national des paiements scripturaux et un certain nombre d'autres choses. Donc en fait, je suis le secteur et je connais également. Je fais ça depuis longtemps, suffisamment longtemps pour que Laurent pense à moi de temps en temps. Oui, tout à l'heure, tu m'as dit que ça te rappelait l'investiture de Pompidou, non? C'était juste... Myriam? Alors, Mercatel, c'est un think tank, la voix du commerce sur les sujets de paiement et les services reliés. En revanche, pas comme beaucoup d'autres organisations, une verticale en particulier, et la voix du commerce, mais pas seulement avec le commerce. Donc nos membres représentent l'ensemble de l'écosystème, les banques, PSP, FinTech et jusqu'aux fournisseurs constructeurs de terminaux. Donc voilà, on veut offrir, c'est un sujet éminemment transverse, le paiement, et on veut offrir cet espace de travail en commun, et donc dans une approche qui est pragmatique, vraiment travailler sur des solutions concrètes, que ce soit donc dans les instances de place, notamment ouvertes par la Banque de France, ou ce travail collégial. Je les ai rejoints il y a maintenant presque 3 mois comme délégué général. Vous avez commencé à en parler dans la première session de ce matin. C'est un moment très particulier dans l'histoire des paiements. On l'a dit à beaucoup de moments, mais il se passe vraiment des choses qui pourraient changer la donne. Donc je pense que c'est particulièrement un plaisir de prendre ce rôle collectif après un certain parcours en tant que commerçante. Bon, Alexandre, on t'a déjà entendu, mais... Juste pour préciser qu'effectivement, alors l'euro numérique, c'était éminemment intéressant et c'est une grande partie de mes activités et de nos activités, celles de mes équipes. Mais en effet, on a 2 instances de place qui sont extrêmement importantes. On en est convaincu. C'est là aussi assez spécifique. D'ailleurs, en Europe, tout le monde n'a pas ça. Mais quasiment personne n'a cette dualité-là. À savoir un comité national des moyens de paiement qui fait non pas que le scriptural, mais aussi le fiduciaire, et qui a une stratégie, une feuille de route 2025-2030 sur ces sujets de modernisation des paiements, d'accompagnement de l'écosystème, et un observatoire de la sécurité des moyens de paiement qui regarde notamment la fraude, qui regarde les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, et qui fait des recommandations à l'ensemble de la place. Et ce sont des éléments assez importants, je pense que j'y reviendrai dans notre échange. Oui, je me permets d'ailleurs, pour avoir participé à ces travaux une période, dans les 15 dernières années, je ne sais plus, pendant 3 ans, je crois que j'étais membre. C'est vraiment des instances, on reproche parfois à des secteurs d'activité de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de planification qui mélange le public, le privé, des différentes instances. Là, il y en a un. Et très souvent avec des discussions qui ont eu des vrais impacts concrets sur des textes de loi, sur des parcours, sur des interdictions ou des autorisations. Donc on ne peut pas dire, il y a du boulot qui est fait. En tout cas, de notre côté, on adorait que ce soit le modèle qui s'impose dans le partenariat avec les acteurs privés. Et voilà, j'encourage tout le monde à participer activement, effectivement pragmatique et suivi des faits. Après, vous êtes victime de votre succès. On aimerait vous voir sur encore plus de sujets. Frédéric. Bonjour, Frédéric Burtz. Donc, je dirige le métier des paiements de BPCE. C'est le 2e groupe bancaire en France.
donne une vision de ce qui se passe, des tendances sur les usages de nos porteurs, les usages des porteurs qui sont dans d'autres banques, puisqu'ils vont consommer chez des commerçants qu'on équipe. Donc on est bien ancré dans la réalité de ce monde et de ces tendances de tous les jours. Donc j'espère qu'on va en parler, parce qu'on a évoqué des sujets qui vont arriver dans 4, 5 ans. Mais je pense que les trucs qui sont en train de se passer maintenant, un paquet de choses. Donc je pense qu'il faut qu'on ait bien ça en tête. Puis j'ai des activités interbancaires dans les paiements. C'est un endroit sympa pour bosser dans la banque, parce qu'on voit beaucoup ses collègues qui font la même chose. Parce que les paiements, pour que ça marche, il faut que tout le monde fonctionne sur des mêmes schemes ou des mêmes systèmes. Donc voilà, et à ce titre-là, d'ailleurs, je suis le président de la STED, qui est la société qui est le processeur de CB, qui fait aussi le CEPA en France. Et voilà. Et puis j'ai la chance aussi de participer à l'Axel. Donc je suis là aussi à ce titre-là. Activement au voilà, donc on a, encore une fois, je pense qu'il y a des super actions. Donc nous, on est très intéressés évidemment par les sujets autour de la confiance dans le numérique, parce que c'est absolument clé pour ce qu'on fait. Et puis aussi sur le développement du commerce, puisque c'est notre intérêt à tous, à ce qu'il y ait beaucoup d'échanges dans ce monde. Voilà. Merci. Alors, on a moins de temps que ce qui est affiché et 1000 questions quand même. Alors, très rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais si certains d'entre vous veulent réagir au panel précédent, je sais pas, on a beaucoup parlé des banques, tu avais peut-être un truc à dire. Voilà, mais sinon, on passe à la suite. Je pense que Hubert t'as fait un super boulot pour rappeler tout ce qui nous gratte dans cette affaire. Donc voilà. Vous savez, non, vous savez pas, mais j'aime bien le rugby, donc un peu l'impression que il y a quelqu'un qui pèse 120 kilos, donc nous on fait 70, donc on l'écoute, quoi. Il est hyper fit. C'est pas gentil, ça. Et puis, Il fait vachement Je suis gaffe, en train de faire Alexandre. un effort en plus. Je mange moins de pizza. et puis en plus, comme il a acheté l'arbitre, la BCE, forcément, on sait qu'on va passer un mauvais après-midi. Voilà. Non, ça va très bien se passer. On va prendre un petit café tous ensemble. Ça Non, mais bon, j'y pensais, je voulais faire la blague, je l'ai faite, c'est bravo. bon. Un petit retour rapide. On travaille ensemble. Je pense que la réponse d'Alexandre à votre question était... Jean-Paul. Pardon, oui, exactement, était fondamentale. Et il y a cette attente forte de la part du commerce d'adresser ce sujet. Donc l'hyperfragmentation, le rééquilibrage du rapport de force avec les acteurs existants. Et l'euro numérique a cette ambition. Et après, je pense qu'on se rejoint en général dans l'écosystème, et il y a encore un travail en œuvre, c'est le comment ça va être amené au marché. Il n'y a aucun décret qui va imposer le succès de l'euro numérique. Ça sera par les conditions du les conditions du modèle économique, mais Quand c'est un l'usage. legal tender, Oui, mais l'usage. Si, c'est un décret, quoi. Rien n'obligera les Elle parle de consommateurs. succès, elle a dit. Rien Succès. n'obligera les consommateurs à l'utiliser. Et le soutien, la manière dont il sera amené sur le marché, que ce soit par les acteurs financiers et le commerce, sera aussi déterminant dans son succès. Donc il y a cette vision et il y a ce besoin, et on rejoint complètement. On aurait aimé que effectivement le marché puisse s'organiser et que arrivent des solutions à ce rééquilibrage et cette autonomie peut-être différemment. L'euro numérique tente d'y répondre. Après, on attend vraiment donc ce partenariat public-privé, cette discussion ouverte, pour s'assurer que dans l'usage, ce projet rencontre un succès, et pour appuyer également dans ton sens, que ça soit quelque chose qui nous renforce. Je pense que le scénario catastrophe d'un point de vue que ce soit des consommateurs ou du commerce serait que l'euro numérique voit le jour sans rencontrer un plein succès, que carte bancaire soit affaiblie, que Wero soit affaibli dans sa démarche de progression, et qu'à la fin on puisse sortir avec un rapport de force encore plus compliqué, des équilibres encore plus dégradés. Et voilà, donc charge à nous pour faire en sorte que ce soit une contribution au marché et que ça réponde positivement à cet enjeu d'autonomie stratégique. Hervé, une dernière remarque sur ce sujet? Oui, bien sûr. On nous a vendu plein de choses sur l'euro numérique, donc il faudra qu'elle soit au rendez-vous. Ça, c'est évident. On a des questions sur... il faut que ce soit absolument collé à la monnaie fiduciaire. Enfin, sinon, c'est plus un euro, c'est autre chose. Ça devient effectivement un moyen de paiement électronique. Non, c'est pas ça. C'est une dématérialisation de nos billets et de nos pièces. Donc, il faut que ça ait toutes les caractéristiques, la gratuité,
pour le consommateur. Une possibilité d'anonymat, c'est absolument fondamental. Il n'y a pas de raison de se faire fliquer pour utiliser de l'euro, fût-il dématérialisé. Et une simplicité d'usage, bien entendu. Après, nous, on n'était pas demandeurs. Hein. Enfin, j'ai pas des consommateurs qui m'appellent tous les 4 matins. Alors, quand est-ce qu'on a l'euro numérique, l'euro numérique, l'euro numérique? Bon, donc il faudra que ça serve à quelque chose. En même temps, dans nos métiers, c'est plutôt des métiers d'offre que de demande. Hein, mais... Il faudra que ce soit... Ouais, mais bon, avec la complexité. Ça va amener de la complexité encore pour le consommateur. C'est encore un élément de plus qu'il va falloir qu'il gère, qu'il essaie de comprendre. Nous, ce qu'on prône, c'est la transparence absolue, parce que tous ces moyens de paiement n'ont pas les mêmes conséquences pour le consommateur. On y reviendra certainement tout à l'heure, mais c'est important. Après, on entendait bien les questions de souveraineté. On nous a vendu la souveraineté, c'est 2 choses, hein, échapper à Visa, Mastercard et éventuellement pouvoir avoir comme ça des paiements dématérialisés qui soient anonymes. Bon, là, j'entends qu'a priori, on n'échappera pas tant que ça à Visa Mastercard. Il faudra qu'on m'explique un petit peu. Parce que si c'est pour que mes données de paiement en euros numériques se barrent aux États-Unis comme mes paiements cartes actuels, je ne vois pas bien l'intérêt. Et il faudra qu'il y ait une pleine conscience de la manière dont on paye avec ces euros numériques, une compréhension des citoyens, puisque là, on est au-delà du consommateur. Ce qui est pas mal, c'est que c'est les mêmes thèmes, de toute façon, sur les autres moyens de paiement, pour pleine conscience, mes données en France. On va y revenir. Tu voulais... Oui, vu que ils ont parlé de toi 3 fois. Ouais. Non, mais sur les données, simplement, sur les données. L'idée, justement, c'est que cet euro numérique soit distribué par les banques, et les banques européennes. Je fais vite, hein. Donc, si on a une infrastructure qui est européenne, ce qu'on est en train de faire, et qu'on a des banques européennes, et qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, et donc un acteur tiers qui en profite, bah, tout ça, ça va bien rester en Europe. Et j'ajoute aussi sur la confidentialité, on n'en a pas parlé tout à l'heure, sur les caractéristiques de l'euro numérique, mais les caractéristiques, c'est bien la transposition du cash dans l'espace numérique. Autant que faire se peut. C'est jamais complètement simple. Mais ce fameux mode offline, c'est l'idée, c'est plus que l'idée, c'est ce qu'on est en train de voir avec, encore une fois, un acteur privé de renom en Europe, sur cette capacité à garantir le maximum de confidentialité, et beaucoup plus, on le pense en tout cas, et on va essayer de le démontrer, que les solutions existantes, quelles qu'elles soient. Merci. Bon, tu as les épaules larges ce matin. Mais vous le voyez, comme tous ces gens-là sont dans les comités dont on parlait tout à l'heure, on doit s'amuser parfois dans certaines séances, ça doit être très sympa. Ceci, je me permets une petite remarque, pour travailler dans le sujet depuis trop longtemps à mon goût. Beaucoup de gens ici, dans cette enceinte, ont reproché parfois à l'Europe d'être trop longue, de ne pas donner d'échéance, de ne pas avoir de vision quand la Chine mettait en place des moyens de paiement, certes, avec pas tous les critères de liberté que tu as évoqués, mais qui ont marché très très vite, comme WeChat, où il y a déjà 10 ans, on pouvait payer qu'avec ça dans les marchés. Là, pour une fois, on a une deadline, on a des trucs qui avancent, qui vont forcer les gens à se mettre d'accord. Je ne peux pas imaginer que vous n'allez pas trouver des terrains d'entente. On est peut-être dans un monde où on n'a plus trop le choix en fait, que d'essayer de se donner des dates et d'avancer. Donc, ma petite pierre, quand on voyage et qu'on voit ailleurs ce qui se passe, eux, ils ne nous attendent pas. Et dans ces terrains d'entente, en n'oubliant pas le consommateur et le commerce, qui ne peut pas être la variable d'ajustement et qui a beaucoup d'attentes sur l'apport de valeur. Alors justement, continuons, parce que là on a déjà finalement parlé des 5 années suivantes, on a pris de l'avance sur la fin du panel, puisque ça va globalement occuper tous les esprits dans les 5 années suivantes, l'euro numérique. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 5 dernières années? Alors on va dire qu'on positionne notre discussion post-Chief Payment Officer Covid, qui nous a tous bien aidés pour passer du paiement sans contact bas à très haut, et à tous les trucs qu'on nous disait en réunion, c'est impossible, genre payer à plus de 50 € en sans contact, ou le PIN connected online, etc. Finalement, tout ça est devenu possible, ça marche super bien. Le Covid a été formidable, tant en Chief Digital Officer qu'en Chief Payment Officer. Mais il n'y a pas eu que ça depuis 5 ans. Il y a eu plein de choses, il y a eu tous les terminaux de paiement par exemple qui deviennent des mobiles, où le mobile sert à payer mais aussi à recevoir le paiement. Il y a eu... Enfin, je vais vous laisser en parler. J'aimerais faire un petit tour déjà sur les offres, que ce soit paiement mobile, Wero, Open Banking, les paiements en crypto, si ça existe ou pas dans vos différents périmètres, les QR codes qui sont revenus là aussi grâce au Covid, c'est un truc qui était forbidden est redevenu tout à fait legit. Voilà, si déjà chacun, vous pouvez me donner un peu votre vision des 4 ou 5 dernières années sur ces thématiques-là. Comment tu avais la parole, Myriam donc.
Peut-être avant de rentrer sur les usages et les technos, et ça a un lien avec ce qu'on vient de se dire, c'est, alors tu l'as dit, hein, le fait que le paiement ne soit plus un sujet opérationnel mais stratégique, cette transformation, elle est largement opérée. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et après, il y a cette dimension géopolitique, je me rappelle, et là où il y a eu une vraie accélération, même je dirais ces 2-3 dernières années, au sein, et je parle d'un point de vue du commerce, je me rappelle en 2024, quand One Monaco, où le paiement est très présent, il y avait eu cette intervention d'une chercheuse sur, alors c'était centré sur l'IA, mais sur le rôle des solutions technologiques comme instrument de géopolitique, et qu'il s'agissait peut-être même avant tout de politique. Les gens étaient très intéressés dans la salle, mais c'était très loin d'être intégré à une considération stratégique directe dans du retail. Et aujourd'hui, ça a vraiment changé. C'est démontré et par, alors pour l'instant, une curiosité, parce qu'on a cette pédagogie à faire sur l'euro numérique, par ce vrai intérêt très fort pour Wero, alors même qu'on a, et c'est très intéressant en France, un scheme domestique qui performe très bien, qui est moins cher, et néanmoins cet intérêt très fort pour Wero aussi, vu comme quelque chose de complémentaire. Et c'est pas seulement lié à l'actualité politique avec un grand P au niveau international, ça a été, et je pense, très aussi drivé par certaines stratégies justement de ces acteurs internationaux où dans le paiement, le retail, ces dernières années, a vécu une friction accrue quand des acteurs internationaux viennent offrir des innovations qui apportent de la valeur aux consommateurs, au commerce, et ou qui permettent de réduire le coût et ou le risque. Je pense qu'il y a toujours une écoute très attentive. Là où la géopolitique est vraiment venue se rappeler aux oreilles du commerce, c'est quand certaines demandes sous menace de pénalité, pour certains acteurs, pouvaient être positifs, pour d'autres, détruisaient du chiffre d'affaires, ne diminuez pas le risque, augmenter la base de coûts. Et ça, je pense que ça a été un vrai élément pour que certains acteurs se saisissent pleinement et prennent pleinement conscience de ce sujet géopolitique et d'autonomie stratégique. Là où c'était plus lointain aujourd'hui, c'est bien plus présent comme élément dans les roadmaps paiement. En tout cas, le sujet souveraineté est en haut de la liste. Mais il a été prouvé directement dans le paiement, c'est pas théorique. Ouais. Donc on a vu effectivement post-Covid globalement la dématérialisation de tous les paiements et pas que de la manière de payer sans contact, hein, c'est aussi les cartes qui sont passées dans les téléphones avec les fameux tokens. Et donc, et puisque je travaille aussi avec CB, je pense que CB a été un peu en retard sur ce sujet. Mais quand CB a pris conscience dans son plan qui est en train de s'achever, on va en préparer un autre, qu'il fallait mettre ces tokens et les lancer rapidement. Il y avait Jean-Paul qui présidait. C'est une décision qui a été prise et qui porte ses effets, puisque maintenant, c'est un super endroit de vivre chez CB, puisqu'on est en train de gagner des parts de marché, de reprendre des parts de marché. C'est drastique. Quand on change un token, on passe de 100% de paiement avec un Visa à 95% de paiement avec CB, quoi, parce que bon, évidemment, nos clients ils achètent encore à l'étranger et les schemes ils fonctionnent pas. Donc, moi je pense qu'on a eu ce gros sujet alors on peut appeler ça de la dématérialisation, mais c'est vraiment de la digitalisation des paiements et ça c'est super. Bon, c'est fait, il faut qu'on continue à le faire. Il ne faut pas qu'on se loupe sur l'IA agentique, sur l'agentique paiement. Mais j'imagine vous en parlerez tout à l'heure, donc je vais pas. J'aurais aimé en parler. Moi, ce que je vois, c'est plusieurs trucs. C'est qu'on continue, c'est que le scheme CB, comme il n'est pas cher, il attire plein de monde. Et donc, il gagne des places. Mais que les acquéreurs, le premier acquéreur mondial, c'est JP Morgan. Et puis, je pense que les meilleurs acquéreurs français, ils doivent être autour de la 12e place mondiale. Donc, ça continue, même si on a un scheme qui est souverain, etc., les gros acteurs de l'acquisition, ils sont étrangers. Et là, ce qu'on voit, c'est que les Chinois, dans cette logique de route de la soie, ils sont en train de développer leur système d'acquisition pour être sûr que ils soient pas, pour sécuriser leur chaîne de bout en bout.
comme ils font très très bien dans les autres industries. Donc moi, ça c'est une grosse tendance que je vois, c'est-à-dire que il y a une place très très importante qui est prise par les gros acquéreurs internationaux. Donc on peut avoir des moyens souverains, certes, mais les gros acquéreurs, ils sont internationaux. Donc faut qu'on arrive faut qu'on se batte et qu'on réagisse là-dessus. Deuxième point aussi où on a des enjeux très très importants, c'est ce qu'on appelle les ISV. Hein. Donc c'est les systèmes qui sont installés chez les marchands, comme Planity par exemple pour le secteur de la beauté. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est un marchand, il y a quelqu'un qui vient, il lui dit tiens, je vais te vendre un système qui te fait ta caisse, qui va te faire tes réservations, sur lequel tu vas faire payer les arts, etc. Et by the way, non, on est en France. Et d'ailleurs, je vais te fournir le moyen de paiement parce que tu vas pas aller t'embêter à prendre un moyen de paiement, le raccorder, ça va être le bordel, ça va pas marcher, comme d'hab. Donc, et ça, c'est une tendance. Grande très tendance forte, déjà dans la restauration. alors dans la restauration, la beauté, mais partout. C'est pas vertical en général. Ouais. Voilà. Et la troisième tendance que je vois, c'est qu'avec le passage à la facturation électronique, là, tout ce qu'on appelle les comptes-à-tech, elles se mettent à gérer elles-mêmes les paiements des factures et évidemment la réception des paiements des factures de leurs clients. Ce qui fait qu'on a aussi un déplacement. Alors, on n'est plus dans la monétique, là, on est plutôt dans les flux, mais on a un déplacement de nos ressources en tant que banquier. Alors là, je parle en tant que banquier. Hein, nos ressources, c'est le cash qu'on a chez nous. Et donc, on en parlait tout à l'heure avec l'euro numérique. Ce système-là aussi va faire que... Voilà. Et donc, ce qui peut expliquer qu'on soit particulièrement sensible à ce sujet, Alexandre. Voilà. Donc, c'est un peu les trois trucs qui sont en train de se passer. Que je vois là, qui sont des tendances très très fortes dans notre métier. Sur Myriam et Hervé, je me permets de pointer ton deuxième point, tous ces ISV. Par exemple, j'étais pas plus tard que la semaine dernière dans un restaurant où on me proposait de payer avec Sunday, donc je peux pas m'empêcher à chaque fois, je demande au restaurateur, je vais voir le patron, je dis bon alors c'est cool, c'est bien, parce qu'il y a 2 ans c'était très bien, parce que Sunday offrait toutes les transactions, alors ils étaient très contents, mais maintenant ils payent. Et je lui dis c'est bien, ah non mais c'est génial, j'ai gagné un temps fou. Je lui dis mais ça coûte combien? Je sais pas, mais j'ai gagné un temps fou. Parce que c'est lié à ma caisse, tout de suite le soir, au lieu de passer des heures, c'est fait. Et il me dit, pardon, je ne fais pas de la pub à Sunday, je m'en fous complètement, il y en a plein d'autres, même s'ils sont très gentils. Mais ce qui était intéressant, c'est souvent quand on parlait avec toi ou Charlotte, c'était oui, combien ça coûte en caisse? Oui, mais là, il me dit, mais je m'en fous en fait. Je gagne tellement de temps. Il n'y a jamais juste le coût, hein. C'est l'équilibre. Et ça, le juste le coût, c'était peut-être le paiement d'avant. Aujourd'hui, on a un niveau de maturité où c'est un actif stratégique, ça apporte de la valeur. Ça peut être de la valeur directement au client, ça peut être de la valeur dans l'efficacité opérationnelle. Donc il y a vraiment cette notion, c'est quelle valeur ça dégage versus le coût. Et en fait, c'est une question d'équilibre, c'est jamais juste le coût. Ah oui. Bon, le truc le plus flagrant, c'est que ça s'est énormément complexifié pour le consommateur. Ces 5 dernières années? Bah oui, tous ces nouveaux moyens de paiement, et on a Wero qui va arriver avec des paiements en point de vente, et le consommateur ne maîtrise rien dans l'affaire. Moi, je ne sais même pas, là, ton système dont tu viens de parler, comment ça se dénoue. C'est un virement instantané, j'imagine? C'est un paiement carte? Non, c'est un paiement... Pour l'instant, c'est un paiement carte à distance. C'est juste un parcours client que tu le vois parce qu'il y a écrit Sunday, si tu regardes pas. Ouais, d'accord, mais il y a un moment, c'est important. Moi, je sais pas, moi, dans 3 ans, là, si je prends mes forfaits de ski avec un Wero, que j'en ai pas conscience particulièrement parce que tout va être fait pour que j'en ai pas conscience, est-ce que j'aurai la fameuse assurance que j'ai depuis des années avec ma carte bancaire? Est-ce que j'aurais... voilà, ça, c'est des vrais sujets pour nous. On en a que 7% des Français qui skient. Hein. On en arrive... Oui. C'est bizarre qu'il y ait encore l'assurance DEJ dans les assurances. Elle y est encore. Elle y est encore. Mais bon, je skie, ouais, je suis très content. D'accord, mais bah oui. Le pourcentage est plus élevé dans cette si salle. Vous avez... Et si vous avez un hélico qui vient vous chercher sur la piste, vous serez encore plus content de savoir si vous êtes couvert ou pas couvert. Force ouvrière s'intéresse aux 7%. Je te file. Mais oui, absolument. Vous savez, nous, on a des salariés pour l'essentiel. Hein. C'est pas Emmaüs. Donc,
donc, et on a même des CE quand même les travailleurs faire Non, mais du je te ski. taquine, Hervé. Donc, non, mais c'est une vraie question. Quand mais même, ça, c'est sur une vraie les- question, mais il n'y a pas que sur- ça. non, Enfin, je pardon, veux dire, je me permets de l'élargir. vous avez c'est- passé, je suis un peu surpris de la réponse parce que vous avez passé des années à nous vendre vos garanties, vos services en plus, et même ceux dont on n'a parfois même pas besoin. Hein, ça S'il vous plaît. ça vous remplace les clés, ça vous ouvre les serrures, enfin, je ne sais pas quoi. Et maintenant, d'un seul coup, ce serait plus important. Bon, moi, je veux bien, hein, vive l'euro numérique. Alors ça, on aura de l'argent sans service derrière, et ce sera peut-être très bien. Donc, en tout cas, le problème, c'est que tout ça se multiplie et que quand même l'anesthésie sur le paiement est de plus en plus forte, moi, il me semble. Et que c'est quelque chose que nous, on combat, parce que, in fine, ça sert quand même à vous débiter votre compte. C'est-à-dire que vous aurez une somme en moins et qu'il est quand même pas mal de garder conscience de ce qu'on fait. Et là-dessus, on a un point qui est... moi, je ne vois pas pourquoi c'est le commerçant qui doit choisir le scheme sur lequel je vais faire mon paiement. Je vous rappelle que dans un acte d'achat, celui sur qui pose la responsabilité de payer, c'est le consommateur. Le commerçant, il doit livrer avec sa garantie un produit conforme à la date prévue, mais par ailleurs, c'est quand même au consommateur. L'obligation de payer, elle pèse sur lui. Moi, je trouve que ce serait quand même normal qu'il ait un mot à dire sur la manière dont il va payer, avec quels moyens de paiement, et que tout ça ne devienne pas totalement invisible et transparent. Alors, Donc, sur j'ai au moins deux qui pardon. veulent réagir sur la dernière truc, et moi je rebondirai sur Oui, celle d'avant. Vas-y. sur le choix du moyen de paiement, Trois, hein, et c'est la loi d'ailleurs, hein, le client a le choix final. Et il s'agit juste pour le commerce de pouvoir présélectionner un choix, et après, voilà, on peut s'interroger dans le cas de la France, sur le bénéfice réel à la fin également pour le consommateur. Et par contre, là, je te rejoins complètement, c'est la notion de transparence et de choix. Dans les thèmes que tu nous avais suggérés, il y avait aussi le sujet de cette invisibilisation, hein, du Oui, paiement. mais c'est- Et ça a été, c'est intéressant. Alors, je pense qu'il y a des lieux, comme par exemple, où, voilà, très onction, très très rapide, comme le transport, les stades. Je pense que, et ça serait intéressant d'avoir ton retour, des annonces comme celle des transports en Ile-de-France, où on se dit que demain c'est de l'open payment et que le moyen de paiement pourra directement, par mobile, on peut directement avoir le titre de transport et le paiement. La caisse disparaît. On se concentre désormais que sur le service qui est embarqué avec le paiement. Là, je pense que voilà, je serais preneuse d'avoir. Ce sera moins ridicule que les tickets par SMS. D'avoir ton retour. Voilà, on sort de système propriétaire et on. Je précise parce que tout le monde n'a pas vu nos petits échanges. C'était un des points que j'avais proposé, qui est effectivement, depuis 15 ans, il y a la martingale, le paiement disparaît, il est noyé, c'est automatique. On voit mon iris, je rentre dans un magasin, on avait eu des tests en Chine, on avait même vu en France d'ailleurs, biométrie, avant de rentrer, je me suis identifié, tout ce que je prends, c'est scanné de loin par des caméras, je sors, c'est prélevé sur mon compte. Hervé soulignait, non, mais il faut quand même se rappeler qu'on paye. Voilà, je proposais. Et voilà, donc il y a des lieux. Et pour appuyer ça, je suis désolé, mais il y a les derniers chiffres de la Banque de France sur le surendettement et un point d'alerte, par exemple, sur le Buy Now Pay Later. Déjà, le truc, il vient de sortir, il vient d'être diffusé. On a déjà une alerte sur le nombre de dettes nées de ce dispositif dans les dossiers de surendettement déposés, qui sont en augmentation. Et aussi sur les jeunes qui se voient de plus en plus surendettés. Et c'est pas en rendant le moment du paiement totalement anesthésié qu'on arrangera ce problème. Enfin... Pardon, parce qu'on a 3 sujets en l'air et 2 qui veulent réagir. Hein. Peut-être juste finir Vas-y, sur vas-y. ce sujet de. Et donc on se disait, donc dans certains lieux, transit très rapide, transport, je pense que voilà, le feedback sera globalement positif pour l'utilisateur. Et en revanche, ça a été très intéressant. Hein, là, cette année, Amazon a bien annoncé que leur solution de checkout totalement invisibilisée, ils arrêtent pour se recentrer plutôt sur des expériences autour de Whole Foods, et qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de la notion française, c'est d'aller dans le sens de la fluidification, mais effectivement, il y a aussi une attente du client d'avoir conscience, d'avoir une visibilité du prix et de la manière dont il paye. Donc, et après, voilà, si tu nous as évoqué aussi la Chine, je pense ne serait-ce que pour des considérations de vie privée et de respect de RGPD, paiement totalement invisibilisé, biométrique, ça paraît compliqué à envisager en Europe. Et j'ai entendu donc, que l'année dernière, même en Chine, je ne connais pas le contenu exact, même en Chine, il y avait eu certaines restrictions apportées à ces usages. J'ai pris la Chine un peu en extrême, mais le cas qu'on prenait d'habitude dans cette salle, c'était Uber.
je rentre, je sors, j'ai même oublié que j'ai payé. Combien d'entre nous sont sortis d'un taxi en oubliant de payer? Voilà, donc c'est l'invisibilisation dans la chaîne. Et Hervé aime bien rappeler que c'est bien que le consommateur sache qu'il paye à un moment. Voilà, c'était ça. Il y a eu 3 sujets levés. Je pense que tous les deux vouliez réagir. Oui, mais vraiment rapidement pour ajouter une pierre à cet édifice. On voit d'ailleurs le foisonnement et les richesses de l'échange, que les choses, oui, je pense, sont un peu plus complexes qu'il y a quelques années. Là-dessus, la confiance dans les moyens de paiement doit rester pleine et entière. Le choix entre les moyens de paiement doit rester aussi plein et entier. C'est important pour nous, en tout cas d'un point de vue du régulateur, de la Banque de France, que les conditions soient réunies. Donc la réglementation est importante. On a aujourd'hui un socle avec la directive sur les services de paiement qui est ce qu'il est, il est peut-être parfois imparfait. Il va préciser un certain nombre d'éléments dans la 3e directive qui va être transposée sur les conditions de remboursement en cas d'opération non autorisée, des choses qui sont un peu techniques. Mais honnêtement, ce socle qui est là depuis 10 ans, on le pense, est plutôt performant et permet de garantir, d'avoir les garde-fous contre, je dirais, cette invisibilité des paiements et la capacité pour les consommateurs de ne pas voir le moment de leur consentement, de ne pas voir le moment où ils autorisent une transaction. Ça a un certain nombre de portées légales très importantes. Il faut qu'on ait et qu'on assure cette capacité aujourd'hui et dans le futur. Je crois que ça, c'est un élément très central pour nous. Il est en plus largement lié à un autre, et c'est là où j'ajoute un point un petit peu différent. En tant que banque centrale, là aussi, et par rapport à une des instances que l'on pilote, c'est cette confiance. Elle est là parce qu'on a peu de fraude sur les moyens de paiement. Et ça, c'est un élément qui est absolument fondamental. Je vais prendre juste un chiffre. Pour 100 000 euros de paiement aujourd'hui, l'instrument qui est comparativement le plus fraudé, c'est la carte en ligne. Et c'est 155 euros de fraude sur 100 000 euros de paiement. Alors, nous, on a un prisme particulier, on communique beaucoup dessus, on fait beaucoup d'actions avec les banques qui mettent en place des mesures qui sont extrêmement adaptatives dans le temps. On travaille avec les systèmes de paiement par carte, on travaille avec ceux qui sont en train de venir, donc on pousse, on alerte et des fois on contraint en fait, sur ces éléments-là. Mais on voit bien c'est relatif, il faut que ça reste là, c'est un élément qui est extrêmement important. La fraude, en 5 ans, tu posais cette question, 2020 aujourd'hui, en 5 ans, la fraude par carte en ligne, elle a été divisée par 2. C'est 50% en moins. Donc ça, ce sont les apports de plein de choses, de tout le monde. La réglementation, évidemment, j'en parlais, elle est absolument fondamentale, mais les efforts de tous. Les actions de sensibilisation que les consommateurs, les commerçants, les banques ont aujourd'hui, le Trésor, nous-mêmes, nous avons des campagnes de sensibilisation aujourd'hui qui sont alors d'ampleur comme une autorité peut l'être, une autorité publique. Ça, c'est extrêmement important. Les mesures, les dispositifs de sécurité, on était au SMS OTP il y a 15 ans de ça. On est aujourd'hui à une intégration biométrique dans les applications bancaires, des alertes temps réel sur les paiements qui sont effectués. Tout ça, c'est excellent. Ce sont les prestataires de services de paiement qui améliorent leur système de manière quasi quotidienne sur ces éléments-là. L'IA va aider sur ce type d'action. Et j'oublie peut-être quelques acteurs, mais en tout cas, c'est un effort collectif très important. Et dans nos points de considération, paiement agentique, alors, j'ai entendu il y a quelques années l'Internet of Things, c'était la grande chose, l'Internet des objets, on va payer, le frigo va se remplir tout seul. C'était il y a 10 ans, ça aussi, ça s'est pas fait. Je ne sais pas pour le paiement agentique, parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais clairement, il faut qu'il s'intègre dans ça, ce corpus de règles qu'on a, qui permet d'avoir le consommateur quand même, à un moment ou à un autre, peut-être pas au seul centre de l'équation, mais qui fait partie de cette équation, le commerçant, la banque, prestataire de services de paiement, qui a la capacité de maîtriser cette chaîne. C'est des éléments, évidemment, que l'on regarde de près et qu'on suivra. Je vais passer la parole. Juste 2 choses. La pause café, ça va plus être une pause pipi, je préviens. Parce que j'ai encore des questions et on va un peu dépasser par rapport au timer qu'elle a. Vas-y, Frédéric. Ouais, Hervé, tu poses une bonne question. Toutes les... On a comment dire, ce combat où, je sais pas dire, c'est de 2 forces qui sont opposées, c'est-à-dire essentiellement une volonté de faire des transactions qu'on dit frictionless. Alors là, pour le coup, je sais pas comment on dit en français. Sans couture. Ouais, elles sont pas tellement douces vu ce qu'on en dit, mais frictionless, et souvent aussi qui sont initiés par le marchand, hein, c'est les fameux MIT, là, les Merchant Initiated Transaction.
Nous autres, qui sommes les émetteurs des moyens de paiement, qui sommes très préoccupés par effectivement la fraude et la confiance que les clients ont dans nos moyens. Et on tient aussi à dire que c'est à nous de juger si, in fine, un paiement, il nous paraît légitime ou pas, et si on s'y oppose. Et si on ne fait pas ça, alors certes, le client, il est remboursé et tout, mais enfin, il va perdre confiance. 2, il va demander à sa banque pourquoi est-ce que tu fais pas plus attention à ça. Donc nous, on en est parfaitement conscient. Et ce que tu as rappelé, Alexandre, je pense que c'est hyper important que ce soit l'émetteur qui, à la fin, dit s'il paye ou il paye pas une transaction. Et donc ça, il faut qu'on soit très très clair. Et ce qu'on voit notamment des grands scrims, c'est que ils disent ouais, effectivement, on va passer par l'ACS et tu as le droit de demander une authentification forte à ton client pour valider une transaction. Mais attention, il ne faut pas que tu en demandes plus que tant de pourcents. Donc quelque part, ce pouvoir qu'on a sur la lutte contre la fraude et de payer ou pas payer, on se prend des prunes, des skims, si jamais le taux de frictionless n'est pas suffisant. Donc c'est vraiment une bande là, très fine sur laquelle il faut qu'on surfe pour donc à la fois répondre à ces enjeux de frictionless qui sont quand même des enjeux très très importants pour les marchands en ligne, hein, puisque ça a des impacts sur leurs résultats très importants. Et nous, notre rôle, que tu as rappelé, Alexandre, et auquel moi je suis très attaché, hein, je pense qu'il y a 2 trucs qui sont indispensables pour des émetteurs de paiement, c'est que 1, le paiement marche, et 2, qu'il n'y ait pas de fraude. Après, tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas voix au chapitre. Et donc, oui, il faut qu'effectivement on continue à faire ce boulot de lutte contre la fraude. Et qu'on réponde aux enjeux des gens qui veulent faire plus de commerce et de nos clients qui veulent avoir moins pas aller avoir à chercher leur carte en permanence, etc. Donc c'est ça qu'on essaye de faire tous les jours. Mais pas d'essayer de dire aux clients attention, tu payes pas. Non, c'est pas notre thème. D'ailleurs, c'est tellement vrai que chaque fois qu'il paye, maintenant on lui envoie une alerte sur son téléphone pour lui dire dis donc tu viens de payer tant. Donc je pense pas qu'on soit dans ce sujet de cacher aux gens le fait qu'ils utilisent leurs moyens de paiement. Myriam, tu voulais réagir rapidement parce que j'ai plein de questions. Sur la fraude, il y a eu effectivement les performances sont bonnes et il y a aussi du côté du commerce une maturité bien plus grande sur le fait de mettre à profit ces dispositifs. Après, ce qu'on vit vraiment de ce côté de la barrière, c'est une extension du domaine de la fraude, puisque l'économie de la fraude, quelque part, qu'un fraudeur réussisse à frauder via son moyen de paiement sur une usurpation, via son moyen de paiement, potentiellement via un litige commercial, ou en dehors de son moyen de paiement, en abusant des politiques de remboursement et de retour et en ciblant directement un service client, à la fin, son objectif est quand même néanmoins toujours le même pour un fraudeur et non pas pour un client légitime, bien entendu, d'obtenir un bien ou un service sans contrepartie financière. Et on voit donc effectivement beaucoup de commerçants ont vu à la faveur de cette meilleure sécurisation du domaine du paiement une attaque beaucoup plus importante directement auprès de leur service client sur des schémas de retour et de remboursement. Vers ce qui est moins sûr, on va toujours là où c'est plus faible. Et voilà. Alors, sur la fraude, justement, Hervé, en préparant... Comme j'ai, on a des acteurs fintech peut-être dans la salle, juste un mot. Vraiment une grosse attente du côté du commerce d'avoir des solutions qui permettent d'accompagner sur cette vision holistique de la fraude. Justement, sur la fraude, oui, Hervé, tu voulais souligner. Oui, non, nous, la fraude, c'est notre sujet numéro 1. Enfin, c'est quasiment plus tout ce qui nous reste en termes de litiges dans les organisations de consommateurs, c'est les gens qui se sont fait frauder. Alors, on parle pas on parle de la fraude par manipulation, bien entendu. Oui, c'est pas la fraude dont tu parlais tout à l'heure. Ce n'est pas la fraude du code monétaire et financier avec si j'ai fait une authentification forte, normalement, ça devrait fonctionner, ces attaques sur les... Bon. Que les consommateurs ne voyaient pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Souvent, c'était topé avant d'arriver sur son compte. Non, là, on est sur une fraude qui reste.
sur les bras du consommateur, hein, c'est parce que les banquiers allèguent une négligence grave du consommateur quasi systématiquement. Et donc, la note reste à la charge du consommateur. On a découvert que, mais c'était un peu prévisible, le virement instantané n'aide pas. Hein, puisque la base du moment, hein, c'est quand même une fraude sur virement instantané. Voilà. Moi, je voulais redire quelque chose. L'instantanéité du paiement. Alors, vous savez, si vous demandez à mes adhérents si ce serait pas mal de rouler à 180 sur le périph' la nuit, ils me diront oui, hein, parce que franchement, il n'y a personne. Pourquoi rouler pas vite et tout. Le nombre de conneries qu'ils sont capables d'adopter parce que ça leur simplifie la vie. Là, ou qu'on leur vend. membres, alors imaginez les autres. Nous, en tant qu'organisation, on est quand même là pour essayer d'avoir un truc un peu plus réfléchi et d'essayer de se dire, ouais, ok, mais entre 3 secondes pour faire ton paiement et peut-être 4 ou 5 secondes que tu vas devoir attendre un petit peu, peut-être ça va un peu t'énerver au début, mais si ça peut éviter que tu te fasses arnaquer et qu'on vérifie que c'est bien toi qui payes, nous, on prend. Et puis vous m'enverrez les grincheux, il n'y a pas de souci là-dessus. On l'a dit, nous par exemple, je n'étais pas favorable à cette augmentation infinie du paiement sans contact. Voilà, c'est-à-dire maintenant on peut payer son contact avec son téléphone. Je le fais, moi je suis ravi, ça marche super bien, quelle que soit la somme, je fous mon iPhone là-dessus, hop, ça paye, c'est formidable. Hein, mais après, ça a nourri 2 fois la Californie, une fois Visa et l'autre fois Apple. Et alors vous me disiez le choix in fine, il est au consommateur. Pas partout. Hein. Moi, j'ai fait 2 achats dans les jours qui ont passé sur Internet. Il y en a un, j'ai pas eu d'autre choix que de passer par Visa. Alors c'était un petit site marchand, voilà. Bon, j'ai vu qu'a priori mon paiement c'est un paiement Visa. L'autre, j'ai eu le choix entre CB et Visa, mais voilà. Bon, donc nous, on est quand même sur ces points-là, sur ces questions, très favorable à ce que l'intérêt du consommateur soit quand même au centre de tout ça. Pardon, je vais reprendre un peu la main parce que sinon, c'est même plus de pause qu'il va y avoir. J'ai une dernière question, mais qui va rassembler un peu ça. On ne va pas toutes les faire, j'en avais 15 qu'on n'aura pas fait. Mais finalement, on parle de plein de choses, de protection, de suivi de fraude, etc., qui, pour beaucoup, ont été in design de tous nos systèmes de cartes, parce que ça a été construit au fil des années, depuis 50 ans, et qu'à un moment, on a arrêté le chèque, à un moment, on a même dit on avait raté le cash, c'était une cible pour certains, et tout sera sur le système carte. Donc il y a eu beaucoup de travail fait par toutes les instances privées et publiques, avec des réglementations ou des travaux pour avoir le chargeback, la protection du consommateur, et que je peux me plaindre du paiement jusqu'à X mois, etc. Et effectivement, quand tu parlais tout à l'heure, Hervé, de si je fais un virement à Wero, est-ce que je vais te protéger pareil, se pose la question de tous ces nouveaux moyens qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais que ce soit payé en QR code, de la crypto, de l'open banking, du virement direct, etc. Il n'y a pas vraiment toutes ces mêmes règles qu'on a mis 50 ans à mettre en place. Comment vous voyez les choses là-dessus? Est-ce qu'il y a justement des travaux pour y arriver? Est-ce que ça va être au cas par cas? Est-ce qu'il y a des travaux de place pour que ça soit imposé? Enfin, question à tout le monde. Je vais peut-être commencer, mais très rapidement, et je vais être très très court. Pour moi, encore une fois, c'est la réglementation qui est importante. Le moyen de paiement, il y a une liberté de choix. Je me répète un petit peu, et il faut que cette liberté de choix soit garantie. Je reviens sur le cash. C'est important que ce cash soit toujours aussi accessible. Il l'est. On va publier un rapport là-dessus fin juillet. C'est dans le futur proche, hein, à 10, 20, 30 ans, on aura encore du cash. Les gens y sont attachés, il faut qu'on puisse en avoir. Maintenant, dans les moyens de paiement autres, électroniques, je pense que très clairement, il y a de la place pour avoir à la fois des solutions privées et des solutions publiques. J'en ai une en tête, solution publique, c'est l'euro numérique, effectivement. Les acteurs privés innoveront dessus. Ils innoveront aussi également à côté. Il n'y a pas d'exclusion d'autres moyens de paiement électroniques. Mais très clairement, tout ça doit être dans un cadre où on comprend ce qui se passe, où on a des règles, on a des gens qui sont agréés, on a un corpus juridique pour défendre le consommateur, ça c'est un élément auquel il tient et il a raison d'y tenir. On a la capacité de prévoir les conditions de remboursement en cas d'opération non autorisée. Je pense que ça c'est fondamental aujourd'hui dans ce qui est mis à disposition du consommateur, mais également des commerçants qui connaissent les règles. Après, la forme que prennent les solutions privées, l'inventivité, la créativité peut être très large. Je reste toujours très prudent, moi, sur les effets médiatiques, et tu en parlais beaucoup, Laurent, d'ailleurs, dès le départ, hein,
parce que quand on a passé pas mal de temps finalement dans les paiements, on a entendu chaque année un nouveau truc qui va révolutionner et prendre et conquérir toute la place. Et à la fin des fins, non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. La force des habitudes, l'inertie est très importante. On le voit en Europe, moi je le vois tous les jours, et les groupes ici qui sont internationaux le voient aussi également, que ce soit des groupes bancaires, des commerçants, de manière très claire. On voit que la force des habitudes est très forte. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ce qu'on entend, ce buzz qu'on peut avoir sur les paiements en crypto, y compris sur l'argentique aujourd'hui qui avance vite, très vite. Mais soyons vigilants, faisons attention, mais n'imaginons pas non plus des révolutions soudaines. C'est plus toujours et fortement incrémental. Donc je pense que si on a le bon corpus de règles, ces évolutions-là, on peut les maîtriser, on peut s'y adapter. Moi, je pense que l'argentique, ça va arriver très vite, hein, mais encore une fois, c'est la conversation après. Hein. La vitesse à laquelle les LLM ils sont en train de manger Internet, ça fait que derrière, ça va tirer les moyens de paiement hyper rapidement. Et chez CB, on est très préoccupé par ça et on pense qu'il faut qu'on ait une solution. Sinon, les paiements, ils se feront pas avec le scheme français. Donc, ça, c'est... Voilà, moi, je pense que pour le coup, chaque fois qu'il y a une nouvelle, maintenant, les nouvelles révolutions techno, hein, moi, à la base, je suis pas du tout un banquier, c'est mon 3e langage. Je viens du monde des télécoms. Je vois la vitesse à laquelle les révolutions s'installent et elles vont de plus en plus vite. Bon, je parle comme un vieux con, mais c'est vraiment le cas. Voilà. Et après, je vous prie de croire que quand on crée des nouveaux moyens de paiement, comme des QR codes ou ça, enfin, par nature même, hein, et encore une fois, là, je vous parle comme un vieux techos, la manière dont on construit les moyens de paiement, c'est pour qu'il n'y ait pas de fraude. Techniquement, c'est fait pour éviter tout ça. Alors après, il se peut qu'il y ait un malin qui y arrive, hein, parce qu'il n'y a pas de systèmes qui sont incraquables. Mais franchement, on n'est pas du genre lançons-le, on va voir s'il y a de la fraude, puis après on corrige. Hein. Non, c'est vraiment pas l'esprit de la maison, je vous prie de croire. Myriam, de toute façon, ce sera le dernier mot pour chacun. Le dernier mot, et ça tombe bien en transition, puisque c'est à la frontière de beaucoup des sujets qu'on a évoqués. L'innovation technologique, l'invisibilisation du possible du paiement, la gestion du risque, la notion de confiance et de responsabilité. Donc je souscris parfaitement au fait de ne pas tomber dans ce que certains chercheurs appellent un accélérationnisme sur le sujet de l'agentique. En revanche, je suis aussi parfaitement d'accord qu'on ne maîtrise pas, et encore moins en Europe, le tempo de cette innovation technologique. Pour moi, c'est important, y compris jusqu'au commerce, et c'est quelque chose qui est en train de structurer. Déjà vraiment sur la partie IA au sens analytique et génératif, mais moins sur agentique, de structurer vraiment une approche et une stratégie, de choisir son terrain de jeu et de ne pas attendre que les choses nous soient imposées demain. On n'a pas envie de voir et de vivre demain dans un écosystème où, alors, une fois qu'un client a donné un mandat à un agent, le paiement s'invisibilise totalement. Le choix des différentes solutions de paiement qu'on aura mis tant de temps à construire, qu'elles soient domestiques ou européennes, finissent par disparaître pour toute une partie du commerce, tout en ayant un commerce lui-même invisibilisé. Donc, important de se saisir, sans être dans l'accélérationnisme, de saisir du sujet, d'avoir une stratégie pour choisir son terrain de jeu et faire partie de la discussion sur les standards. Hervé, tu auras le mot de la fin. Et de ne pas oublier vos clients dans la construction du truc. Bon, évidemment, tout ça est assez effrayant pour le consommateur, cette histoire, c'est ce sentiment que tout lui échappe, en fait. Je crois que c'est un peu anxiogène aussi, parce que derrière un habillage de soi-disant simplicité, facilité et tout ça, alors, évidemment, les organisations de consommateurs, on voit que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est une évidence. On voit que les accidents, on voit que les choses qui fonctionnent mal. Mais ça peut être très douloureux quand même. Hein. C'est des grosses sommes. Nous, là, on le voit dans les cas d'arnaque par manipulation. C'est des gens qui se font siphonner toute leur épargne. C'est des trucs qui vous changent la vie. C'est pas juste un petit accident comme ça de 2 jours et puis c'est pas grave, je serai remboursé. Alors, 1, il sera pas remboursé. Et 2, bien souvent, et 2, ça le marque. Donc,
Voilà, on ne fait jamais rentrer le dentifrice dans le tube, on le sait, on a renoncé, hélas, sur l'euro numérique, on a renoncé sur... je crois que l'IA, on peut avoir renoncé, bon, je ne suis pas un anti-IA, hein, je l'utilise, mais bien entendu, on aimerait qu'elle investisse peut-être pas tous les secteurs, et moi je trouve que sur le paiement, on me dit que là encore, il n'y aura pas de miracle et que le dentifrice se répandra, mais il est évident qu'il faut que tout ça soit quand même maîtrisé. Et là, on compte sur les autorités pour que ce soit dans un cadre maîtrisé et que le consommateur, celui qui, in fine, verra son compte débité, parce que moi je suis assez simple, je suis assez terre à terre. Hein. Au bout d'un moment, il y a un mec, il va voir son compte débité d'une somme. C'est ça le paiement, hein, du point de vue du consommateur. Donc il ne faudrait pas que le gars, ça lui échappe totalement, parce que c'est quand même ces sous qui vont être utilisés. Et donc il va falloir prévoir des systèmes de réclamation, de traitement. Moi, par exemple, le traitement des litiges, je vous avais parlé tout à l'heure qu'il n'y avait pas de retour de l'euro numérique. C'est bien gentil, mais comment on fait pour rembourser le consommateur s'il se rétracte d'une opération commerciale? Du coup, il faudra trouver des systèmes. On sera dans le cadre de la directive sur les services de paiement. Ça s'appliquera également à l'euro numérique. La DSP3, et les acteurs privés. Oui, absolument. Et à l'époque, oui, mais la 2 le fait déjà plutôt pas mal aujourd'hui. Et ce sera la même chose pour l'euro numérique et les acteurs privés. L'interface, ce sera la banque commerciale, quoi qu'il arrive. Merci à tous, vous pouvez les applaudir. Effectivement, on n'a fait que 10% des questions, mais on fera d'autres séances. Et effectivement, pour terminer sur ce que disait Hervé sur la fraude, on parle beaucoup de fraude, mais finalement pas tant que ça du moyen de paiement en point de vente, puisque le thème c'était le point de vente. Il y a tout autour de nous énormément de fraude actuellement, comme tu le disais, par manipulation. J'ai une maman, vous en avez une. Moi, elle a beau avoir son fils qui est là-dedans depuis 30 ans. Elle a quand même cru un faux conseiller bancaire qui l'appelait suite à une vol de données, qui lui donnait plein d'informations. Elle a cru vraiment que le conseiller de la SocGen descendrait en bas de chez elle, récupérer sa carte bancaire. Elle lui a donné. Elle a quand même, juste au moment où il lui a dit « je pourrais avoir le code à 4 chiffres », elle s'est dit « peut-être un truc ». Et quand je t'ai raconté l'histoire, Hervé, tu m'as dit « non, mais j'en connais qui l'ont donné ». Donc... Un adhérent gardien de la paix. Il Voilà. cherchait au commissariat. Comme quoi ça peut arriver à tout le monde.